on a choisi un format un petit peu particulier. Donc, c'est un regard croisé, plutôt en mode conversation. Donc, Chantal, elle va apporter son expertise du terrain parental, à savoir la réalité concrète, le quotidien, ce que vivent les parents dans les situations de tous les jours. Et moi, je vais apporter une autre lecture, c'est-à-dire finalement celle que cette parentalité vient toucher à l'intérieur, notamment chez les parents hypersensibles. Donc, je laisserai Chantal te présenter davantage tout à l'heure, juste pour préciser un peu mon angle dans cet échange. En fait, ce que je vais prendre, c'est vraiment le fonctionnement hypersensible du parent, c'est-à-dire comment il perçoit, comment il s'adapte, comment il se construit intérieurement finalement dans cette parentalité. Et je m'intéresse donc surtout à la façon dont l'hypersensibilité façonne un peu cette vie intérieure. Et l'idée, en fait, qu'on avait dans cet échange, c'est pas du tout de donner des méthodes éducatives, ni des recettes miracles, mais c'est vraiment mettre des mots sur ce que vivent en fait beaucoup de parents, souvent en silence, et de leur offrir finalement une compréhension plus humaine et plus profonde. Donc, merci Chantal d'être là. Merci Aude-Valérie, je suis vraiment ravie au fait qu'on fasse cette vidéo ensemble. Donc, moi, je suis accompagnante de parents d'enfants neuroatypiques, spécifiquement TDAH, mais c'est surtout que je suis aussi passée par là. J'ai connu en fait toutes les nuits sans sommeil, les crises, la solitude, la culpabilité. Et aujourd'hui, ce que je transmets, ce sont vraiment des outils concrets et surtout apprendre à avoir une posture stable en tant que parent. Et toutes ces choses, je les ai aussi expérimentées dans ma propre parentalité. Puis là, je travaille principalement avec des parents qui sont vraiment à bout. Et puis, c'est pas parce qu'ils sont pas de bons parents, ça, faut vraiment le dire. Mais c'est parce qu'ils portent tout, en fait, tout seuls. Le système actuel ne soutient pas, en fait, les parents. Et ce qui m'importe aussi dans mon travail, c'est pas de leur faire dire quoi faire, mais c'est vraiment de leur permettre, comme tu dis aussi, de retrouver en fait cette solidité, cette clarté, et puis ce bien-être en tant que parent aussi. Puis je trouvais que nos deux visions allaient donner aussi beaucoup de choses pour les parents. Complètement. Donc, ce que j'entends, c'est que derrière ton histoire, il y a vraiment ton vécu personnel. Donc, tu transmets ton expérience et tu parles aussi d'état dans lequel arrivent les parents. Donc, c'est-à-dire quand il vient te voir, le parent, pour la première fois, finalement, dans quel état il est le plus souvent? Le plus souvent, ils sont fatigués, épuisés. Ils ressentent beaucoup de colère envers eux-mêmes, mais envers aussi leurs enfants, la société, leurs conjoints, peu importe. Et puis, c'est souvent aussi des parents qui vivent en fait du matin au soir sous tension. Ils vivent des soirées mais tout le temps explosives. Et puis derrière tout ça, moi je dis toujours, c'est pas qu'ils savent pas gérer, c'est juste qu'ils ont plus en fait, ils ont perdu leur cadre émotionnel. Ils n'arrivent même pas à gérer leurs propres émotions en fait. Tout à fait. Oui. Puis après, c'est compliqué pour eux de mettre en place ce qu'on leur dit de mettre, ce que le pédopsie dit ou ce que l'éducateur dit. Et en fait, ils n'arrivent pas parce qu'ils sont épuisés en fait. Oui, je pense qu'il y a cette fatigue, comme tu dis, la colère, c'est intéressant, donc peut-être de l'impuissance finalement, enfin de la culpabilité derrière. Et pour toi, quand ils viennent, c'est quoi le moment de bascule, c'est-à-dire qui les amène finalement à demander de l'aide? C'est qu'ils ont c'est qu'ils ont déjà beaucoup essayé de choses pour leurs enfants. Et puis, ils prennent conscience qu'en fait, que si eux, ils vont bien, si eux, ils arrivent à avoir ce cadre, en fait, cette stabilité aussi émotionnelle, cette sécurité, après qu'ils apportent à leur enfant, ils prennent conscience qu'après, en fait, leur enfant, il pourra aussi s'appuyer sur ce parent, en fait. Ce qui n'est pas le cas, en fait, quand ils arrivent. Ouais, donc ils ont déjà essayé pas mal de choses, comme tu disais, donc parcours peut-être classique, pédopsie, comme tu disais, il y a peut-être d'autres approches qu'ils ont essayé de faire éventuellement. Il y a souvent la méthode Barclay, ou bien des livres, ou bien qui sont
ils ont suivi un accompagnement, mais en fait, type des PDF qu'ils reçoivent, sans avoir vraiment quelqu'un qui les soutient vraiment durant leur quotidien, en fait. La réalité du terrain, en fait, puis leur situation à eux. Oui. Ce que j'entends aussi, c'est du coup, cette notion presque d'isolement. Je ne sais pas si tu mettrais le même mot, mais quand tu dis, finalement, ils se retrouvent seuls un petit peu, malgré toutes ces méthodes qu'ils ont essayées. En plus, il y a cet épuisement, que ça n'a pas forcément fonctionné, qu'il y a eu des limites. Et est-ce que finalement, dans ce qui leur pèse le plus, est-ce que c'est la charge mentale? Est-ce que c'est le regard de l'école, peut-être de la famille ou de l'entourage? Ou c'est le couple, la fratrie, le travail? Est-ce que tu as identifié ce qui pouvait finalement pour eux être le plus pesant dans leur quotidien? Le plus pesant, c'est de se sentir en fait démunis. Ils se sentent vraiment démunis. Puis en fait, il y en a plusieurs qui disent, mais c'est soit je fais quelque chose maintenant, soit en fait, je lâche, puis tant pis. Je laisserai faire mon enfant ce qu'il veut, etc. Donc encore pire en fait, que tu lâches encore plus le cadre en fait. Tout à fait. Et puis vraiment c'est ça. Après il y en a certains que c'est l'école, mais moi je leur fais vite comprendre que, parce que j'ai été dans cet état aussi, que on a l'impression que l'école, etc. Mais en fait, faut être conscient. L'école elle changera pas d'ici demain. Donc la seule personne qui peut changer, c'est pas la grand-mère ou le mari, c'est vraiment soi en fait. C'est nous qu'on peut changer nous-mêmes. Le reste, on ne peut pas changer. Puis il faut arrêter d'avoir des attentes, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est vrai que tu redonnes finalement sa juste place à la personne, son rôle, son pouvoir par rapport à sur quoi il peut agir finalement dans sa vie. Et en fait, ce que tu décris, pour moi, est très juste. Et moi, j'ajouterais pour cette lecture un peu du côté parent hypersensible, qui me semble essentiel, c'est en fait, tu parlais d'émotions fortes et tu parlais justement de charge, de colère, etc., de sentiment d'impuissance. En fait, l'hypersensibilité, c'est pas seulement une question justement d'avoir des émotions fortes. Quand on est parent hypersensible, c'est aussi une organisation de la personnalité. Et tu me diras comment ça te fait écho, mais il y a beaucoup de personnes hypersensibles, par exemple, qui ont appris que très tôt, pour être aimé ou pour être en sécurité, il fallait en fait finalement anticiper, s'ajuster, ne pas déranger, être facile, porter pour deux et sentir des fois aussi avant les autres ce qui va arriver. Donc du coup, le parent, il va vraiment être dans cette anticipation aussi pour l'enfant. Et finalement, quand ils deviennent justement parents d'un enfant en particulier TDAH, en fait, ces personnes, elles ne vivent pas seulement finalement une difficulté éducative, c'est ce que tu dis, c'est pas seulement l'école, c'est en fait leur système intérieur qui, pour moi, se met en hypervigilance. C'est pas un choix moral, c'est presque une stratégie de survie. Enfin, c'est ce que tu dis en disant finalement, ils viennent, c'est un peu la dernière limite, quoi. Soit j'arrive à faire quelque chose, soit je laisse mon enfant faire et je lâche, quoi. Et en fait, souvent, pour moi, ces personnes, elles se disent pas, je suis un parent dépassé, mais elles se disent plutôt, je suis un parent défaillant. Donc, tu vois, il y a pour moi ce petit glissement qui change tout, c'est-à-dire c'est pas un problème à résoudre, c'est une identité presque à porter. Et on voit pas juste la fatigue, en fait. On voit en fait une identité, pour moi, qui s'est construite sur l'adaptation permanente. Et je sais pas si toi, tu observes aussi justement cette pression intérieure, qu'on n'est jamais assez, en fait, finalement. Puis c'est ce que je dis, en fait. Ce que j'observe souvent, c'est que ce ne sont pas en fait des enfants qui épuisent le plus. C'est vraiment aussi cette hyper-empathie, tu sais, du parent, cette façon de vouloir toujours bien faire, d'absorber toutes les émotions et de jamais dire non, en fait. Et souvent, je vois des mamans qui se disent, mais j'ai pas le droit, en fait, d'en avoir marre puis de lâcher parce que personne d'autre va tenir. Puis je dois rester forte, en fait. C'est ça. Elles se permettent pas tout ça, en fait. Mais puis moi, je leur dis, mais non, être stable, c'est pas être lisse, en fait. C'est juste être vrai. Et c'est savoir où on en est aussi émotionnellement pour pas ne pas, comment dire, pour pas, en fait, transmettre notre chaos intérieur à notre enfant, en fait. Oui. Oui, il y a presque cette absorption, enfin on parle d'éponge, de l'état émotionnel de l'enfant chez le parent. Donc tu vois, c'est aussi en lien avec cette hypersensibilité. Et tu parlais d'empathie. Puis moi, il y a aussi, dans les perceptions, c'est une modification de presque qui est réel, quoi. C'est-à-dire
une scène, par exemple, vécue chez le parent hypersensible, il va en fait la vivre aussi différemment que quelqu'un qui est peut-être plus neutre émotionnellement. Par exemple, une parole, un regard d'enseignant, ça peut être vécu comme un jugement. Une remarque que tu as reçue ou que l'enfant a reçue et qui lui rapporte, en fait, c'est une remise en cause globale. Une crise, finalement, ça peut être interprété presque comme un échec. Et en fait, c'est pas parce que le parent dramatise volontairement, mais c'est parce que, pour moi, dans le système émotionnel, on traite plus de signaux, plus vite, plus intensément. Donc, c'est presque comme s'il y a une surcharge d'informations. Et déjà, si tu ajoutes en fait aussi le fait qu'il y a beaucoup de parents hypersensibles qui ont déjà tendance justement à l'auto-exigence, finalement, avec l'enfant, ça se démultiplie et l'ensemble devient hyper lourd, quoi. C'est vraiment comme si, pour moi, le monde intérieur, il était en surchauffe. Et comment toi, tu vois justement cette surcharge émotionnelle se traduire dans le quotidien? Par exemple, qu'est-ce que ça produit concrètement dans la relation, dans la famille, avec l'école, ou la façon de réagir à une crise, en fait? Comment ça s'exprime? Alors, si tu me permets, je vais raconter aussi, là, je trouve que c'est bien que je raconte mon expérience. Oui. Donc moi, je me souviens en fait que mon aîné, il stressait beaucoup pour l'école et puis il angoissait, il était anxieux, il vomissait la nuit. Et moi, j'avais tellement de peine à me dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais, que j'étais perdue. Puis en fait, j'angoissais aussi du fait que, de un, je ne savais pas comment faire pour aider mon fils, et de deux, mais qu'est-ce que l'école va dire? Voilà. Ouais. Tu vois? Et puis après, il a grandi, mais j'avais toujours en fait peur, et je me souviens que je regardais, il avait des évaluations, puis je lui disais: «Mais il faut que tu révises, il faut que tu révises», et ça, je le vois vraiment chez beaucoup, beaucoup de parents. On met une pression, en fait, à nos enfants. L'autre jour, j'ai eu une maman, son enfant, il a 15 ans, puis elle me dit: «Ouais, mais tu vois, les devoirs et cetera, c'est compliqué». Puis moi, je me dis: «Mais en fait, il a 15 ans, l'enfant». C'est plus notre rôle, en fait, d'être la locomotive, entre guillemets. C'est à l'enfant de se prendre en main. Oui. Et puis oui, puis qu'il assume ses conséquences. Mais ça, c'est compliqué, en fait, quand on est un parent hypersensible ou TDAH, de couper ça, c'est vraiment hyper compliqué. Et moi, je l'ai été aussi, ce parent sous l'hypervigilance, et puis avoir l'impression, en fait, d'avoir tout à gérer. Puis en fait, non. Ouais. Non. Ouais. C'est ça, en fait. C'est ça. Puis après, ce que ça a créé, c'est que mon fils, il angoissait, ça le faisait stresser plus. On se parlait plus, parce qu'en fait, dès qu'on se parlait, c'était que pour les choses de l'école. Ouais. Et ça a coupé un énorme lien. Puis maintenant, c'est vrai que je suis assez fière de dire qu'il a 17 ans, et puis qu'on est hyper liés, hyper unis. Et puis souvent, il me le dit. Puis quand je commence un petit peu, des fois, mais pas de moins en moins, vraiment, très, très rarement, il me dit: «Arrête, tu m'angoisses». Et rien qu'il me dise ça, je dis: «Ah ouais, stop». Stop. Mais j'ai pris conscience de tout ça, qu'en fait, on leur met une énorme pression sur leurs épaules, mais parce qu'en fait, on veut qu'ils réussissent, qu'on veut ci, qu'on veut ça. Et c'est quoi réussir, en fait? Tout à fait. Je ne sais plus qui disait que toute notre vie, c'est qu'une histoire de perception d'échecs et de réussites. Qu'est-ce que c'est que les échecs? Qu'est-ce que c'est que les réussites? Et en fait, on se définit par rapport à ça. C'est pour la petite parenthèse philosophique. Mais je te rejoins complètement. Et tu vois, moi, dans l'approche que je propose, qui est différenciant aussi quand j'accompagne sur les parents, effectivement, hypersensibles, en fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est que, en fait, la parentalité d'un enfant TDAH, par exemple, mais on pourrait discuter d'autres typologies, en fait, ça agit comme un révélateur de choses qu'on porte soi, qui sont beaucoup plus anciennes. Et là, peut-être je peux tirer un fil, c'est aussi ce que j'appelle en fait des fois des loyautés invisibles. C'est-à-dire, on a des fois tous nos systèmes de croyances qui va nous dire je dois être fort, je dois pas me plaindre, je dois gérer, je dois être irréprochable, j'ai pas le droit d'être un problème. Enfin, il y a dans ces loyautés, c'est ça, c'est-à-dire on est fidèle à ça, à ces vérités, mais en fait, ces loyautés, elles viennent pas de l'enfant, comme tu dis, elles viennent de l'histoire de vie, parfois de l'histoire familiale, parfois c'est du transgénérationnel, etc. Et finalement, très souvent, ce qu'ils vivent avec leur enfant, ça réactive ça.
mais c'est des choses beaucoup plus anciennes en fait que la parentalité. Et à force, l'identité, elle se construit sur ce socle d'hyper-adaptation, quoi. C'est finalement l'hypersensible, c'est celui qui comprend, qui encaisse, qui s'excuse, qui répare, qui tient en fait. Et puis l'enfant, malgré lui, il vient mettre le projecteur sur cette mécanique, quoi. Donc je pense qu'on est complètement en face sur ce que tu dis, hein, et sur l'écho que ça peut avoir. Oui, complètement. Et finalement, si je fais le lien avec cette image un peu du bon parent, est-ce que toi, comment tu vois finalement ce piège du bon parent se manifester concrètement chez les parents que tu accompagnes? Est-ce que tu as voilà, des exemples? Qu'est-ce qu'ils s'interdisent? Où est-ce qu'ils s'épuisent? Où est-ce que voilà, peut-être ils se sentent jugés? Ou toi, dans ton expérience à toi, tu parlais de l'école, mais est-ce qu'il y a d'autres situations où des fois on a vraiment envie d'être ce bon parent et puis ça peut justement impacter l'enfant aussi? Mais moi, j'ai l'impression que maintenant, avec le recul, hein, c'est personne. On croit que c'est des gens qui nous infligent ça, qui nous obligent. Mais en fait, je crois que c'est nous. Puis c'est ce que je vois avec les personnes que j'accompagne rapidement, elles se rendent compte qu'en fait, c'est elles-mêmes en fait qu'elles infligeaient vraiment ça. D'être vraiment parfait, de tout réussir, d'aller au parc avec les enfants, d'aller faire ci, de faire les devoirs tous les jours avec les enfants, sinon qu'est-ce que la maîtresse va dire, de les inscrire à des activités, tout ça en fait, c'est personne qui nous le demande. C'est pas la société. On croit que c'est la société, mais je pense pas. Moi, je pense que c'est nous. Ouais. Et puis c'est pas que je pense, c'est la réalité du terrain. Le parent, il se rend compte qu'en fait, il est arrivé dans un engrenage. Puis, qu'est-ce que ça fait d'être le bon parent? Puis de jamais dire non, ben, ça fait que le parent, il s'oublie complètement. Ouais. Il a même plus le temps de prendre 2 minutes pour faire de la méditation, quoi. Ouais. J'ai pas le temps, j'y arrive pas. Oui. Oui, c'est pour moi une confusion. Je traduirais ça en confusion entre amour et devoir. Et ce que j'observe chez les hypersensibles, c'est ils n'aiment pas seulement leur enfant, mais il y a vraiment un sentiment d'obligation de tout porter, tout réparer, tout prévenir, être impeccable. Donc, il y a vraiment une injonction, quoi. Quand on est hypersensible, aimer devient facilement, c'est une obligation presque. C'est pas forcément être libre, enfin on est plus libre quoi finalement. Et c'est là que le rôle il devient sacrifice. dangereux. Moi je trouve que c'est un sacrifice. Ouais, voilà, ou le mot sacrifice effectivement. T'es plus dans un lien. En fait, oui, sacrifice c'est intéressant parce que t'es plus dans un lien vivant. En fait, t'es dans une mission. Donc, et finalement pour toi, enfin c'est quoi l'impact pour eux? Qu'est-ce que ça leur coûte tout ça dans la durée? Que ce soit peut-être dans leur couple, dans leur santé, leur énergie. Enfin, est-ce que tu observes des choses vraiment concrètes en termes d'impact? L'impact, c'est que même quand les enfants ne sont pas là, tout tourne autour des enfants. Quand ils sont en couple, c'est ça. Ensuite, ça impacte leur vie parce qu'ils n'osent plus sortir. Ils n'osent plus aller voir des copains ou inviter des amis. Ils craignent de faire des réunions de famille parce qu'il y aura des remarques. Puis ça impacte aussi leur santé. Vraiment, clairement. Souvent, il y a des moments qui sont... Moi, je diagnostique pas ça parce que je ne suis pas outillée pour, mais sont à la limite du burn-out maternel. Et certaines même que j'ai eues ont été même, avant qu'elles arrivent vers moi, elles ont été internées pour un burn-out ou une dépression. J'en ai eu une, elle a même fait une tentative de suicide. Elles arrivent à ça, en fait. Puis après, il y a tous les problèmes de santé. J'en ai plein qui ont des problèmes de santé. Il y a aussi des insomnies, qui n'arrivent pas à dormir. En fait, ça impacte tellement notre vie du quotidien, en fait. Il y en a certaines, il y en a plusieurs. Elles ne peuvent même pas reprendre un travail. Ah ben non, comment ça va aller? Je ne peux pas. Non, mais vraiment, on ne se rend pas compte, en fait, tout l'impact qu'il y a, en fait, derrière tout ça, en fait. Complètement. Mais c'est le burn-out. Moi, je parle aussi de burn-out émotionnel, tu vois, quand il y a cette surcharge-là. Et on en revient à ce que tu disais, c'est-à-dire c'est ce fameux stop. Et c'est pas qu'il manque de limites, mais c'est, je pense plutôt s'autoriser. Voilà, l'autorisation intérieure. Parce que poser une limite, c'est pas forcément un inconfort, mais
je ne sais pas si toi ça résonne, mais pour moi il y a un sentiment de honte derrière. Je parlerais vraiment de honte, c'est-à-dire la honte d'être égoïste, d'abandonner, peut-être voilà, de pas être comme les autres, de pas être à la hauteur de l'image justement du bon parent. Et finalement, ces parents ils préfèrent se trahir eux-mêmes plutôt que de risquer de décevoir. Et c'est pour ça, pour moi, que le non, le stop ou le même j'ai besoin d'aide, voilà, je pense le fait d'arriver chez toi, déjà, c'est tout un cheminement et un parcours du combattant parce que ça peut être vu presque comme une faillite identitaire, quoi, pas comme un acte sain. Je ne sais pas comment, pour toi, ça résonne, cette émotion de honte et de... La honte, oui, mais moi, j'ai plus des parents qui ont peur, en fait. Ils ont déjà plus confiance en eux, puis ils ont peur de l'échec parce qu'ils ont déjà tellement essayé de choses qu'en fait, ils ont une peur d'échouer. Ils n'ont pas peur de la méthode, c'est pas ça. C'est vraiment, mais si j'y arrive pas, qu'est-ce que je ferai après, en fait? C'est presque... Ils ont peu d'espoir, ils ont vraiment peu d'espoir. Oui, c'est ça, comme tu disais. Et pourtant, tu arrives à les accompagner, à justement poser des limites. Tu parlais de cadre, j'aimais bien cette idée, même si c'est petit, même si c'est du pas à pas, etc. Et en fait, du coup, quand tu arrives à ça, qu'est-ce que tu observes changer chez les parents? En fait, quand le parent, il reprend sa place de parent, il se reconnecte aussi à ses propres besoins, en fait, à lui, à ses limites. Et il arrête de courir, en fait, après un idéal, en fait. Puis il revient juste à son point d'ancrage pour l'enfant, pour lui aussi. Puis c'est souvent à ce moment-là que les enfants commencent à s'apaiser tout seuls, en fait. Parce qu'ils sentent que le parent, il est stable, il vacille plus à chaque tempête. Parce que des tempêtes émotionnelles, il y en aura encore avec des enfants TDAH ou des enfants TSA. Ou quoi. Ils devront apprendre à vivre avec ça, à gérer leur quotidien. Et puis après, quand ils sont plus grands, c'est des fois plus des crises, mais c'est... moi, je dois encore faire face à mon fils qui fait des crises d'angoisse, à se tétaniser. Puis je me rappelle qu'avant, moi, ça me stressait, ça m'angoissait. Puis maintenant, non, je reste stable. Et puis c'est rapidement qu'il arrive à se remettre debout, en fait. Donc, il faut comprendre ça, en fait. Oui, tout à fait, c'est clair. Et là-dessus, est-ce que il y aurait quelque chose qui, selon ton expérience, les personnes que tu as accompagnées, aident réellement justement le parent à sortir de ça, de cette culpabilité, quand il se remet justement au centre? Est-ce que, c'est quoi pour toi? Est-ce qu'il y a un levier principal? Le levier, c'est la prise de conscience pour moi, je trouve. Vraiment. C'est vraiment cette prise de conscience que c'est pas de notre faute, hein? Non, on va pas faire culpabiliser encore plus, mais en fait, nous, c'est comme si on mettait tout le temps de l'huile sur le feu, en fait, quand il y a un incendie. Tu vois? Ouais, tout à fait. Au lieu d'être stable et puis et tout, c'est comme si on est le pompier, en fait, qui met de l'huile au lieu de l'éteindre correctement, en fait. C'est ça. Le levier, c'est ça. C'est cette prise de conscience. Tant qu'ils n'ont pas cette prise de conscience, puis qu'ils essayent de faire aux enfants 3 séances par-ci, etc., et puis courir partout. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, hein. Il faut. Mais tant que le parent, il n'est pas stable. Oui. Il y a besoin d'une continuité, et ce que je trouve essentiel dans ce que tu dis, en fait, c'est vraiment se remettre au centre et en fait comprendre qu'en se remettant au centre, c'est pas se retirer de la relation, au contraire, c'est reprendre sa place finalement, c'est passer de, comme je disais tout à l'heure, je dois être parfait à je peux être vivant dans ma relation. Et là, c'est ce que tu dis, hein, paradoxalement peut-être, parce qu'au début on comprend pas, mais c'est là en fait ce qui sécurise le plus l'enfant. C'est en fait un parent, moi je traduirais ça, qui redevient une personne. C'est-à-dire, je reviens sur cette notion, tu vois, d'identité, mais on a parlé tout à l'heure de l'hyperadaptation, et il y a quelque chose de très subtil qui se passe. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si le jeu JE, il disparaît derrière le rôle. On dit plus, en fait, je suis une personne qui a un enfant, mais je suis le parent de cet enfant. Et donc, c'est comme si toute l'identité, elle se contracte autour de la fonction.
Et pour moi, en fait, c'est là que la souffrance, elle devient en fait profonde, parce que on ne sait plus qui on est. En fait, on est en dehors de ce que l'on doit assurer, en fait, pour les autres. Et en fait, pour moi, le vrai enjeu, c'est pas d'être un meilleur parent, mais c'est de revenir à un sujet, pas seulement en fait un rôle, quoi. Enfin, moi, je le traduis, tu vois, sur ce point un peu identitaire, sur ces bascules qui peuvent se faire et on se perd de vue, quoi, finalement. On s'éloigne Puis de moi, qui on est. ce que je dis, c'est d'être aligné, en fait. Mm, Parce que souvent, dans ces livres ou dans le pédopsie, il va nous dire de faire comme ci, comme ça. Mais en ouais. fait, si ce n'est pas aligné à toi, Mm. ça ne sert à rien. Donc, en fait, c'est aussi très important de venir aligné à ce que Ouais, nous, on souhaite, ce que nous, on a au fond de nous, en fait, ce qu'on veut comme famille, ce qu'on veut comme lien. c'est Et ça. puis, pas faire parce qu'on nous dit de faire. Comprendre des fois pourquoi on nous dit de faire, mais si c'est pas OK, c'est pas OK, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a vraiment, quand on fait ça, c'est, bah, t'observes qu'il y a quelque chose qui change en fait chez l'enfant, dans le climat émotionnel à la maison, dans la relation parent-enfant, dans cette capacité de garder un cap rien que pour soi, de pas être dans, j'aimais bien l'image du pompier, l'urgence, enfin, celui qui est juste à essayer de limiter la casse, mais qui est jamais dans vraiment le truc sécure continu. Donc ça, c'est Ce qu'il intéressant. faut vraiment qu'on se dise, c'est que nos enfants, quand ils sont à l'école, quand ils sont à un anniversaire, je ne sais pas, Mm, peu importe, ils sont en suradaptation tout le temps. mm, Donc, ils arrivent à la fin de la journée, ils n'en peuvent plus. ouais, Puis, en face d'eux, au lieu d'avoir quelqu'un qui reste stable, ouais, qui les soutient, ouais, ben, ils ont quelqu'un qui, en fait, qui ne leur permet pas de se libérer de tout ce qu'ils ont eu. c'est ça. Puis là, moi, j'ai eu vraiment un retour d'une maman que j'ai accompagnée, que ça fait quelques mois qu'elle a arrêté maintenant. Elle m'a redit, là, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, mais c'est impressionnant, mon fils, pourtant il a 5 ans, hein, comme maintenant, il peut exprimer ce qu'il ressent. Mm. Souvent, ben, donc oui, il pète, il explose, puis elle arrive à rester stable, puis donc 30 minutes après, il dit, ouais, mais maman, tu vois ce que j'ai vécu, j'ai eu ça à l'école et tout ça, qu'avant, en Ouais, fait, il sortait jamais rien parce qu'en fait, il pouvait pas ouais, sortir. Il n'avait pas en face de lui quelqu'un qui était disponible émotionnellement, en fait. oui, oui, oui. Moi, je dis, il faut C'est être comme présente, un mais espace. présente Ouais, vraiment. Pas présente physiquement, mais émotionnellement présente, en fait. oui, Et oui. souvent, on n'y arrive Avoir plus parce qu'on est l'espace fatigué, on est nécessaire. épuisé. Bah oui. Bah c'est ça, quand tu dis on est en surcharge, on n'a pas les ressources, on n'a pas l'espace et du coup on peut pas accueillir, on peut pas recevoir. Mhm. Et comme tu dis, des fois c'est pas toujours chercher une solution, mais c'est juste accueillir et laisser passer, laisser traverser ce qui est. C'est aussi cette Oui, présence qu'on offre et qui est peut-être le plus beau cadeau. Et si tu avais un message essentiel, peut-être quelque chose que tu n'as pas dit, que tu aimerais laisser à un parent épuisé qui regarde cette vidéo, ce serait lequel pour toi? hein, qu'il sache que il ou elle n'est pas seul. C'est vraiment quelque chose qui est important, qu'ils comprennent. Ben, qu'il n'est pas cassé, ce parent, et qu'il n'a pas tout raté de sa parentalité, mais que parfois juste d'un regard différent, d'avoir un accompagnement qui t'aide à toi te retrouver pour que ta parentalité devienne vraiment plus fluide, plus légère, plus sereine, ben, ça change des fois tout, en fait. Mmh. Oui. C'est important de, voilà, de comprendre qu'il y a pas cette solitude. Enfin, on croit être isolé, mais il y a des choses qui existent. On peut cheminer. Et moi, peut-être, bah, j'aimerais rajouter, c'est effectivement par rapport à sentiment d'échec que tu as relevé. Justement, souvent, on pense qu'on est en train d'échouer. Et alors qu'en réalité, bah, on a porté trop longtemps et trop seul, hein, comme tu le dis. Donc finalement, quand on est dans cette situation, si on est parent d'un enfant, et qu'on se sent à bout, ben, en fait, c'est vraiment encore entendre qu'on n'est pas insuffisant. Et peut-être que vous êtes sensible, que vous avez justement beaucoup tenu et ce dont vous avez besoin, c'est peut-être d'exister autrement que comme une fonction. Voilà, c'est un petit peu ça de mon côté sur le message finalement. En tout cas, merci beaucoup Chantal pour cet échange. Merci beaucoup à toi, Aude Valérie.
Et puis, bah, merci de nous avoir regardés jusqu'ici. Puis de toute façon, je mettrai tes coordonnées, Chantal aussi, comment te contacter quelque part autour de la vidéo. Donc voilà, au plaisir d'avoir éventuellement des questions. Super. Merci à tout le monde.